Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de Sapiens Sapiens. La santé est comme le bonheur, on en connaît le prix quand on en est privé et c'est un petit peu ce qui nous arrive, avec d'ailleurs une partie de notre liberté. Depuis maintenant un peu plus d'un an, on a redécouvert la valeur de la santé et peut-être que nos systèmes de santé et le système de santé mondiaux sont soumis à une forme de stress test, un petit peu comme les stress tests qu'on donne sur le système financier, avec des limites aujourd'hui qui sont clairement indiquées, avec peut-être aussi une mise en accusation d'ailleurs de l'innovation et des laboratoires dont viendrait peut-être le virus lui-même, une mise en accusation qu'on peut mettre en parallèle aussi de la solution que nous apportent ces mêmes laboratoires, cette même technologie de santé aujourd'hui avec le vaccin. Alors pour parler de toutes ces questions, de l'actualité de la santé et aussi de l'histoire de la santé, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Bouzou. Nicolas, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Nicolas, je ne sais plus si on te présente, parce qu'évidemment tout le monde te connaît, on a la chance déjà de te lire depuis longtemps et de te voir ici et là, mais donc Sciences Po, Dauphine, Nanterre, directeur évidemment du cabinet Asterès que tu as fondé en 2006 et tu enseignes, ce qui est un de nos points communs, à Paris 2, dans ce MBA droit et management de l'université Paris 2. Alors on ne peut pas citer tous tes livres, alors par ordre chronologique décroissant, n'est-ce pas, Homo Sanitas, dont on parlera, qui vient de sortir en 2021, L'amour augmenté, Sagesse et folie du monde qui vient avec Luc Ferry, La comédie inhumaine, on s'en souvient, coécrit avec Julia de Funès, Le travail et l'avenir de l'homme, L'innovation sauvera le monde. Ce qui est formidable avec toi, Nicolas, c'est que tu es un penseur optimiste. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin de cet optimisme qui essaye de prendre le meilleur côté de l'innovation. Alors, tu dis que cette crise nous a permis de gagner 10 ans de recherche et développement. Tu crois vraiment que cette crise, donc, c'est un tremplin? Parce qu'aujourd'hui, on a surtout l'impression de voir ce que ça nous empêche de faire et de voir les limites et les difficultés que ça crée à notre civilisation. Alors déjà c'est drôle parce que c'est vrai que souvent on me dit que je suis optimiste, mais à titre personnel je ne le vis pas du tout comme ça en fait. Enfin, c'est le résultat d'une analyse, voilà, tout simplement. Et ça fait très longtemps que je travaille sur les questions d'économie de santé, ça fait une dizaine d'années. Et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé parce que, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé sur l'innovation, comme toi d'ailleurs. Et j'avais repéré quelque chose il y a déjà une dizaine d'années, c'est que beaucoup d'innovations, même la plupart des innovations aujourd'hui, donc ces innovations issues des technologies de la troisième révolution industrielle, hein, donc le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les robots, une très grosse partie des applications de ces innovations, on les trouvait dans la santé. Ouais. Et donc on faisait des progrès extraordinaires, mais dans tous les domaines, en imagerie médicale, beaucoup de progrès, en chirurgie, beaucoup de progrès. Dans tout ce qui est thérapie, beaucoup de progrès, en particulier grâce à la génétique, qui elle-même est une conséquence, un avatar en réalité des progrès du numérique et de l'intelligence artificielle. Et donc je me suis dit, travailler sur les questions de santé, ça va me permettre de montrer que le progrès est possible, mais pas le progrès au sens des Lumières ou même du 19e siècle, c'est-à-dire cette idée désincarnée, non. Parce que ça, je crois que cette idole-là, en fait, elle est un peu morte, les gens n'y croient pas. Mais un progrès très incarné, un progrès extrêmement concret. Quand on peut montrer que les technologies permettent d'apporter des solutions à des malades qui souffrent de cancer, par exemple, des solutions dont ils n'auraient pas disposé il y a 2 ou 3 ans, là, voilà, on est vraiment dans un progrès qui est tangible. Et donc, du coup, voilà, je travaille là-dessus depuis longtemps. Bernard Fixot m'avait demandé ce livre il y a plusieurs années, donc ce n'est pas en fait un livre sur la crise. C'était pas un livre de circonstances? Non, ce n'était pas du tout un livre de circonstances. Je pense qu'il l'a sorti maintenant, là, parce que commercialement, en effet, il y a sans doute une arrière-pensée tout à fait légitime, mais j'ai commencé à travailler dessus bien avant. Et ce que je trouve en effet passionnant dans cette crise, c'est très exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que d'un côté, c'est la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle, c'est la crise économique et sociale la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, très factuellement,
elle permet une accélération de l'innovation en santé qui est absolument extraordinaire. Peut-être on pourra parler tout à l'heure par exemple des vaccins à ARN messager, mais les vaccins à ARN messager, c'est formidable, c'est extraordinaire et les applications… On n'est qu'au début probablement de ces applications. Et en plus, elles vont très au-delà des maladies infectieuses. Les vaccins à ARN messager, ce sont des applications dans le domaine des maladies cardiovasculaires, dans le domaine de certaines maladies rares, dans le domaine des cancers, qui est sans doute le domaine, le champ dans lequel je travaille le plus. Et donc, on a ce qui peut sembler être un paradoxe, c'est-à-dire une situation très, très difficile à vivre hein, pour nous tous, et en même temps, une accélération des innovations qui va être porteuse de progrès extraordinaires ces prochaines années. Alors, tu as tout à fait raison de souligner le côté incarné, puisque quand on souffre dans sa chair, et que l'idée du progrès au départ, c'était le mieux vivre ici et maintenant. Et on voit bien que la santé, justement, arrive à tenir de façon tout à fait objective, de façon quantitative et quantifiable, ces promesses de mieux. On vit plus longtemps, la mortalité infantile a chuté, la douleur n'est plus là, même si on a tendance à l'oublier. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de paradoxe, ou en tout cas de mystère dans le fait que à la fois on voit ces progrès extraordinaires, on voit ces innovations fabuleuses dont tu parles, et on a l'impression que le progrès traverse une crise importante, une crise de légitimité, voire on doute de son existence. Alors est-ce qu'on a une amnésie du progrès? Est-ce qu'on ne voit pas tous ces avantages-là? À quoi ça peut être dû? Alors déjà, cette crise du progrès, elle est particulièrement forte en Europe. Elle est quand même plus forte en Europe qu'en Asie ou qu'aux États-Unis, très honnêtement. D'ailleurs, on le voit dans nos comportements vaccinaux, hein, on pourra en reparler, mais enfin on voit spécialement bien que… en France alors spécialement en France, mais quand même aussi dans d'autres pays. Moi, j'ai une explication historique, que je te soumets d'ailleurs, c'est que au fond, l'Europe a payé au XXe siècle pour voir le mauvais usage que l'on pouvait faire des innovations technologiques. La Première Guerre mondiale, l'utilisation de la chimie, du gaz moutarde par exemple. La Deuxième Guerre mondiale. Moi j'ai été très, très frappé quand on a fait la commémoration de la libération des camps de concentration. Une expression est très souvent revenue, c'était celle d'industrie de la mort. Donc, il y a cette idée au fond qui est juste d'ailleurs du point de vue de l'analyse d'industrialisation, et derrière ça peut-être que pour un certain nombre de nos concitoyens, derrière le terme d'industrie il y a les termes innovation voire capitalisme. Enfin je pense que tout ça fait un champ lexical. Bon, il y a eu Tchernobyl, il y a le réchauffement climatique et donc évidemment l'Europe est un continent traumatisé par le progrès, et donc on ne voit, c'est la raison pour laquelle Hans Jonas aussi, c'est quand même un philosophe européen qui a conçu le principe de précaution, et c'est l'Allemagne qui est le grand pays du principe de précaution, comme on a pu le voir d'ailleurs encore ces dernières semaines avec la suspension des vaccins AstraZeneca, que la France a lâchement imité, mais enfin au départ ce sont quand même nos amis allemands qui ont émis des réserves à l'égard de ce vaccin. Bon bref. Donc je pense qu'il y a ce contexte européen. Après, il y a bien évidemment un contexte français. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en faisant la promotion de ce livre, c'est que je vois vraiment, d'un côté, il y a des gens qui me disent « Ah mais oui, c'est vrai que c'est formidable, finalement, on traverse une époque qui est quand même bien. » Mais je vois aussi beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, les progrès en médecine, mais c'est catastrophique parce que ça nous soigne d'un côté, mais ça nous empoisonne de l'autre. » Alors ça, ce sont les théories d'Ivan Illich que tu connais, qui sont assez délétères. C'est l'hôpital qui crée le malade, exactement, voilà, l'école qui crée l'ignorant. Tu connais ça. On connaît bien. Donc la voiture fait les embouteillages, ce qui n'est pas faux, mais l'école fait en effet, comme tu dis, fait les ignorants, et la médecine fait les malades parce qu'on soigne tellement qu'on crée de nouvelles pathologies, et puis parce que comme on peut soigner, on ne fait plus attention à son corps, et donc l'idée grosso modo c'est que mieux on soigne le cancer, plus on fume et plus on boit. Bon, alors je passe quand même sur le fait qu'on voit très exactement l'inverse dans la réalité, mais il y a cette idée au fond toujours d'un coût du progrès qui serait plus important que les gains du progrès. Donc c'est historiquement complètement faux, et tu as eu raison de le dire. En matière de santé, on a fait des gains d'espérance de vie grâce aux technologies, grâce à l'innovation. Il faut quand même le rappeler, les deux grands moments d'augmentation d'espérance de vie, c'est très tard, c'est fin 19e, début 20e siècle, c'est les vaccins, et c'est années 60, 20e siècle, les antibiotiques. Donc c'est vraiment extrêmement récent. Et moi je pense qu'on est aujourd'hui au début d'une troisième vague de progression d'espérance de vie qui est liée au progrès extraordinaire qu'on fait dans la lutte contre le cancer aujourd'hui. Et demain, ça c'est la nouvelle frontière, ça c'est le tout début, mais la lutte contre les maladies neurodégénératives, permise notamment grâce au progrès
fantastiques de l'imagerie médicale qui permettent de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir il y a 15 ou 20 ans. C'est ça qui est complètement extraordinaire. Dans le domaine de la psychologie, par exemple, donc c'est aussi de l'imagerie cérébrale, on est aujourd'hui capable de dire que certaines dépressions graves proviennent de lésions neuronales. Et ça, c'est une découverte. Il y a 10 ans, on ne le savait pas. On pensait que c'était psychologique. Oui, c'est ça que c'est psychologique, c'était la personne emmerdante. C'est chimico-neurologique en réalité. C'est ça. Non, ce sont des maladies. Les dépressions graves, ce sont des maladies qu'il faut traiter comme telles et qu'il faut soigner. C'est intéressant en effet parce que c'est une objection très forte. On connaît la blague sur le mariage. Le mariage, formidable institution qui permet à deux personnes de faire face ensemble aux problèmes qu'ils n'auraient jamais eu s'ils ne s'étaient pas mariés. C'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir sur le progrès. C'est plus le progrès arrive, en effet, un peu comme une sorte de némésis qui vient punir l'hubris humain. Et donc c'est la condamnation qu'on aurait du progrès aujourd'hui. Je pense qu'il faut il faut vraiment fortement dire, par exemple, si les cancers se multiplient aujourd'hui, c'est parce qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant et qu'autrefois ils étaient pas diagnostiqués et deux surtout on mourait bien avant que le cancer ne se déclenche. Mais donc le cancer n'est pas la conséquence d'un mauvais nécessairement d'une mauvaise. Je suis vraiment content de te l'entendre dire parce que c'est important comme très juste et comme idée fausse. L'âge de survenue médian des cancers selon les pays c'est entre 65 et 67 ans. Donc par définition, tant que l'espérance de vie n'était pas à 65 ou 67 ans, quand au XVIIIe siècle elle était à 25 ans en moyenne, on ne risquait pas d'y aller. On n'avait pas le temps de les développer. De la même façon que je peux déjà vous annoncer que quand nous aurons considérablement avancé dans la lutte contre le cancer, ce qui je crois va arriver relativement vite, 5, 10, 15 ans, on ne va pas éradiquer la maladie, mais simplement on va considérablement avancer, on va avoir une explosion des maladies neurodégénératives. Puisque si je prends Alzheimer, l'âge médian de survenue d'Alzheimer, de mémoire, ça doit être 83-85 ans. On voit qu'on est en train d'atteindre ce niveau d'espérance de vie. En France, on y est à peu près, 83, 84, 85 ans. Donc, si dans 10 ans, on a une espérance de vie à la naissance qui est plus de 83 ou de 84 ans, mais qui est de 87 ou 88 ans, les maladies neurodégénératives, elles vont exploser. Bien sûr. Forcément. Voilà. Et c'est pas parce qu'on se sera mal nourri ou parce qu'on aura mal vécu. Il y a un peu comme en économie, ce débat sur l'idée qu'en économie, on dit voilà, les gens qui ont une vision, l'économie, ce sera un jeu gagnant-perdant, donc un jeu à somme nulle. Il y a un peu cette idée-là sur le progrès. C'est que tout progrès, d'un côté, est un jeu à somme nulle. Donc il se paierait de toute façon de l'apparition de nouvelles maladies, quasiment avec cette idée de punition divine. Mais c'était intéressant. On l'a dit pour le sida à l'époque. Parce que je pense que tu as raison. En fait, il y a cette idée morale en fait, d'une punition qui doit arriver à un moment ou à un autre. Et toi qui fréquentes beaucoup le débat public comme moi, tu sais bien que c'est souvent un argument qu'on nous oppose. C'est-à-dire que ce que l'on défend nous, au fond, doit se payer d'une façon ou d'une autre. Ça doit se payer par du réchauffement climatique, ça doit se payer par de la pollution, ça doit se payer par des maladies. Mais bon, nous, on essaie de regarder les choses telles qu'elles sont. Et en fait, c'est pas ça. On est dans un monde, en revanche, qui est un monde darwinien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avance, on ne crée pas des problèmes, mais on voit apparaître des problèmes qui sont liés au fait, en effet, par exemple, tu me disais que l'on vit plus longtemps. Et à partir du moment, alors je peux même prolonger le raisonnement, quand on aura réglé le problème des maladies neurodégénératives, donc dans 30 ou 40 ans, on aura un nouveau problème qui arrivera. Parce que quand on aura énormément de gens qui vivront jusqu'à 100 ou 105 ans, ou 110 ans, forcément, on va voir apparaître des pathologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui de gens qui ont 100 ou 105 ou 110 ans. Donc le progrès, c'est une course qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de moment où ça s'arrête. On continue et c'est comme ça que l'histoire humaine évolue. Je pense qu'il y a un autre point aussi, ça je voudrais le partager avec toi. C'est le fait que pour nos contradicteurs, notamment les plus méchants avec nous, ceux qui nous expliquent que tous les maux de l'humanité sont liés au libéralisme, qui sont liés à l'innovation, qui sont liés au progrès technique. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une impasse intellectuelle qui est absolument colossale. Parce qu'on sait dire que l'épidémie actuelle, ça n'est pas une épidémie de la mondialisation, du capitalisme ou de la technologie, c'est pas ça. Comme je le raconte dans mon livre, cette épidémie, elle est extrêmement classique. C'est une zoonose sans doute très classique qui date en fait du passage du paléolithique au néolithique. On a toujours connu ça. À partir du moment où on vit à proximité des animaux, on a vu ce type d'épidémie. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement classique. Mais en revanche, ce qui est très nouveau dans l'épidémie actuelle, c'est qu'en un an, on a su trouver des vaccins innovants, sûrs et efficaces. Et ça,
enfin, je suis désolé de le dire aussi brutalement, mais j'en profite parce qu'on est dans une conversation un peu amicale. Ben, ça nous donne complètement raison, en fait. C'est-à-dire que cette prouesse technologique extraordinaire, elle est liée à la coopération internationale, à la mondialisation, au capitalisme. Les biotech, BioNTech, Moderna, on est vraiment dans, si vous voulez ironiser un peu, dans la Startup Nation, hein, mais enfin, c'est quand même ça, l'idée. Donc, en réalité, ce qu'on défend, toi et moi et nos amis depuis longtemps, ben là, on voit bien qu'on est dans le juste et que ça permet de faire des progrès extraordinaires avec, et c'est très important aussi, c'est l'autre pièce très importante du puzzle, on a besoin d'avoir des États-providence qui fonctionnent bien pour que les gens puissent avoir accès, et c'est absolument fondamental, aux médicaments, aux vaccins, aux thérapies. Alors justement, tu as dit tout à l'heure, si on vit beaucoup plus longtemps, on verra arriver d'autres problèmes. Moi, je pensais tout de suite à un problème de financement, de soutenabilité d'un système, et on est en train de commencer à réfléchir, je ne sais pas si on y réfléchit encore très sérieusement, au financement évidemment de la dépendance. Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu des conditions matérielles de création de ces bienfaits dont on vient de discuter justement le caractère vraiment extraordinaire. Hein. C'est la suite du projet prométhéen qui nous apporte une technologie qui nous permet d'aller au-delà de ce qui était finalement le projet initial. Les dieux n'avaient pas du tout prévu qu'on puisse utiliser le feu et puis à partir de lui, toutes les autres technologies qu'en découlent. Alors, il y a un problème de répartition des capacités d'innovation, de capacité à créer cette innovation et évidemment une inquiétude autour de la capacité des Européens et de la France à justement être au centre aujourd'hui de cette création. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas être ceux par qui le progrès arrive? Car pourtant, évidemment, avec Pasteur, notamment autrefois, on pouvait être fier de la contribution qu'on avait fait à l'humanité. C'est quoi les risques associés aujourd'hui à ces déséquilibres? Est-ce qu'ils existent vraiment aujourd'hui? Bah, tu sais bien que oui. Ta question est faussement candide. Il n'y a pas une question rhétorique. Malheureusement, et ça nous fait très mal au cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui est à l'épicentre de l'innovation thérapeutique ou de l'innovation en matière de dispositifs médicaux. Ce sont les États-Unis et la Chine. En fait, en Europe, il nous manque deux choses. Déjà, il nous manque un marché financier de l'innovation. Il nous manque un Nasdaq, fondamentalement. C'est-à-dire, il est très important aujourd'hui pour des biotech pour le financement. de pouvoir lever énormément d'argent. Il faut bien comprendre le business model d'une biotech. Une biotech, ça ne gagne pas d'argent pendant 10 ans. Donc, le point mort, ce n'est pas 3 ans. C'est très long. Voire ça n'en gagne jamais. Donc il y a quand même ainsi un risque. Alors, notre ami Pierre Bentata a fait des calculs qui montrent que le taux d'échec des médicaments innovants, accrochez-vous, il est de 9 999 sur 10 000. Incroyable. Et oui, voilà. Avec des projets qui coûtent en moyenne 2,5 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus. Donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir des actionnaires qui ont la foi et qui opèrent dans un environnement financier qui est extrêmement profond, extrêmement liquide. Donc on a besoin d'avoir un marché type Nasdaq. Sinon, on voit certaines entreprises, on pourrait en citer plein, mais je pense à Nanobiotics par exemple, qui est une entreprise absolument extraordinaire dans le domaine des radiothérapies, qui vont se coter sur le Nasdaq, parce que c'est là qu'elles vont trouver des actionnaires. Donc il nous manque vraiment ça en Europe. Il nous manque aussi sans doute un accès au marché final qui soit plus fluide, avec plus d'aide de l'État. Parce qu'il y a un moment où on a aussi besoin, pour des projets extrêmement risqués, d'argent public. L'Union européenne n'a pas été capable de mettre de l'argent, à l'inverse du gouvernement britannique ou surtout du gouvernement américain, dans le développement de vaccins innovants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on paye aujourd'hui. Voilà, donc il faut vraiment qu'on construise cet environnement très favorable pour les biotech. Et je pense que les grandes entreprises, les grands labos ont aussi un rôle à jouer qu'elles ne jouent pas suffisamment en Europe. Ce qui a très bien fonctionné par exemple avec Pfizer-BioNTech, c'est justement la coopération entre une start-up, une biotech et une très grosse et très vieille entreprise, très traditionnelle au fond, Pfizer du secteur de la pharmacie. Donc ça ne fonctionne pas bien. Donc si je devais résumer le mal européen, je dirais pas assez de coopération publique-privée, pas assez de coopération privée-privée entre biotech et big pharma, et un accès au marché qui reste
trop compliqué. Voilà. Oui, autant de conditions qu'en France et en Europe, on a du mal à réunir et qui sont beaucoup mieux réunies ailleurs. On a l'impression aussi que c'est un peu comme pour l'IA, c'est-à-dire Big is Beautiful. Oui. Vous ne pouvez pas espérer le ticket d'entrée sur ce marché, surtout si vous échouez, enfin vous ne réussissez qu'une fois sur 10 000, n'est-ce pas? Avec des essais à plusieurs milliards. Le ticket d'entrée, il est absolument énorme. Donc vous avez besoin, plus que jamais, Big is Beautiful. Hein. Vous avez besoin de très très grande taille pour espérer rentrer sur ce marché. Et on n'a pas cette taille-là. On n'a pas cette taille-là. Et aujourd'hui, la grosse problématique pour les biotech, c'est de rendre leur business model scalable. Ce qui est pas facile, alors c'est un défi d'ailleurs qui est très intéressant du point de vue intellectuel. Je vois notamment dans le domaine du cancer, aujourd'hui donc des entreprises comme BioNTech ou comme Moderna sont en train de développer des vaccins curatifs contre le cancer, mais ce sont des vaccins personnalisés. C'est-à-dire que le virus, la Covid-19, c'est la même pour tout le monde, donc on peut faire un vaccin. Le cancer, il est différent pour chacun d'entre nous et donc il s'agit de séquencer la tumeur et de réinjecter, enfin de faire fabriquer une protéine qui sera reconnue par le système immunitaire, une protéine qui est codée par l'ARN messager de la tumeur en question. Et donc, il faut un business model qui soit scalable, mais qui en même temps permettent de produire un médicament par personne. Donc c'est un défi économique et technologique qui est absolument fascinant et donc ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais le jeu en vaut évidemment la chandelle et je suis toujours triste de voir qu'en France et en Europe, on a perdu cet appétit-là. On n'a pas envie de… Enfin, les Chinois et les Américains, ils sont à fond là-dedans. Ils sont culturellement à fond là-dedans. Et nous, en Europe, c'est pour ça que la question des vaccins me passionne. C'est que je pense que le fait que l'Union européenne ait mal commandé les vaccins, je pense que ce n'est pas un dysfonctionnement administratif, c'est un problème culturel. Pas seulement. Ou le problème administratif est la conséquence d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est une sorte de défaitisme, d'acceptation qu'on est devenus des sous-traitants, des Américains, des Chinois. Et quand je vois d'ailleurs les élites de l'Union européenne, y compris Ursula von der Leyen, et même d'une certaine façon notre ami Thierry Breton, expliquer qu'en fait l'Union européenne a très bien fait, ça me catastrophe parce que au fond, je me dis que d'une certaine façon, peut-être qu'ils le pensent, peut-être qu'on se contente aujourd'hui de voir l'Union européenne comme un suiveur. Pour nous qui sommes passionnément européens et qui aimons la civilisation européenne, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Évidemment, et puis si on est schumpeterien comme tu l'es évidemment, la destruction créatrice, si on n'est que de la côté de la destruction mais que la création se fait ailleurs, évidemment ça finit par poser un problème. Alors là encore, peut-être que ma question sera un peu rhétorique, mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire, bon voyons, comme la santé est un bien, n'est-ce pas, le bien ultime, le bien d'ailleurs, le premier bien, si vous n'avez pas la santé, comment avoir évidemment le bonheur, eh bien il s'élève pour dire que la propriété intellectuelle, des choses aussi importantes que le vaccin par exemple, qu'on a pu trouver, devrait être parfaitement répartie. Alors est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de faire un tout petit peu de pédagogie économique sur l'importance de la propriété intellectuelle avec en effet quelque chose qui est peut-être difficile à expliquer à ses enfants, qui est pourquoi quelque chose d'aussi important, eh bien, vous allez pouvoir en être propriétaire et en faire payer l'accès. Alors, ce débat sur la propriété intellectuelle, c'est un très vieux débat en fait, qui n'est pas complètement tranché chez les économistes et qui transcende d'ailleurs les différents courants, puisque tu as beaucoup de nos amis libéraux qui sont contre les brevets, pas contre la propriété intellectuelle, mais qui considèrent au fond qu'on n'a pas besoin de brevets, puisque l'avance technologique donne un monopole naturel pendant certains temps, et donc au fond on n'a pas besoin d'ajouter une couche légale de protection par les brevets, la technologie suffit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en réalité, je reprends mon exemple des vaccins ARN messagers, qui est très intéressant parce qu'on l'a devant nous. Si on a réussi à produire ces vaccins très innovants dans une période d'1 an, c'est parce qu'il y avait une propriété intellectuelle. C'est parce que les dirigeants et les actionnaires de ces biotech se sont dit, mais si on arrive à faire ça, on va en tirer un gain qui sera un gain absolument extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le système actuel de propriété intellectuelle, il fonctionne remarquablement bien. On a ces innovations formidables.
On a des gouvernements qui ont mis un peu d'argent pour les aider. Bon, l'État américain, il a mis 1 milliard pour Moderna, mais enfin 1 milliard au regard de l'enjeu, c'est rien. En Europe, on n'a pas été capable d'avoir ce type de proportion en tête. Quand on voit 1 milliard, on se dit « Ouh là là, mon Dieu, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent, on va perdre… » C'est un bon marché compte tenu de ce que ça te fait économiser après en aide économique une fois que tu as rouvert l'économie. C'est sans commune mesure. C'est même un super bon marché. Même. Oui, c'est sans commune mesure. Enfin, c'est voilà. Donc, les États ont mis de l'argent, mais finalement, au regard de la rentabilité de cet argent, c'est absolument c'est ridicule. On est capable, les États qui ont bien fait leur job achètent des doses de vaccins, mais là encore, par rapport à la rentabilité des doses, ça coûte quoi une dose? Les doses de vaccins les plus chères, ça doit être 15-20 $. Ouais, je veux dire, au regard des externalités négatives d'une personne malade, je peux te dire que le coût d'une personne malade, c'est pas 15-20 $. Hein. C'est beaucoup. Nous, on a fait le calcul chez Asterès, c'est quelques centaines d'euros. Donc, même si une dose de vaccin, c'était 100 €, l'achat à 100 € resterait rentable. Bon. Donc, en réalité, on est dans un système qui fonctionne remarquablement bien. Donc, dire aujourd'hui, on va casser la propriété intellectuelle pour faire des vaccins un bien commun, c'est-à-dire, on risque de casser un système qui est remarquablement efficace sans avoir la capacité de mesurer ce que ça pourrait générer de dangereux. Parce que moi, ce qui m'inquiète, si on fait ça, c'est que ces laboratoires vont nous dire « Attendez, vous êtes sympa, mais nous, on a mis beaucoup d'argent, par exemple, pour la lutte contre le cancer. » Du coup, on arrête. Et les actionnaires de ces entreprises, les actionnaires de ces biotech, qui aujourd'hui sont prêts à remettre beaucoup d'argent. Parce que le succès de ces vaccins, ça augmente considérablement la capitalisation boursière de ces biotech. Et quand elles vont lever des capitaux, ça va leur permettre de lever des milliards de capitaux. Donc le système aujourd'hui, il va être rendu encore plus efficace par le succès des vaccins ARN. Casser ce système me semble être, je pèse mes mots, mais c'est quasiment un crime contre l'humanité. Donc il ne faut pas faire ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça, on brise les incitations. Ce qu'il faut au contraire, c'est encourager ces entreprises à aller plus vite, plus loin, parce que le retour sur investissement sanitaire et économique, il est colossal. Puisqu'on parle d'incitation… Tu es d'accord avec ce totalement, oui, totalement. Pour qu'on parle d'incitation et de signal prix, on peut parler là, effectivement de notre système de santé. Un système de santé dont on sait qu'il fait partie des plus généreux du monde, dont on mesure quand on voyage un peu le côté extraordinaire. Vous avez accès pour vous, pour vos enfants, à une qualité de soins, à un coût, en tout cas qui est $1. Ça ne veut pas dire qu'on ne le paye pas à travers le travail, etc., mais en tout cas qui est $1. Justement, est-ce que ce système, est-ce qu'il a prouvé sa résilience? Est-ce que face au vaccin et face à ce qui est en train de se passer, il doit justement se réformer? Est-ce que les pistes de réforme qui existaient avant sont transformées ou au contraire rendues plus importantes? Écoute, je trouve que notre système de santé fonctionne plutôt bien déjà. Une remarque générale. Il est coûteux, mais pas tant que ça. On est en termes de dépenses de santé, on est dans la moyenne à peu près des… du PIB, voilà, c'est ça. On est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Il apporte une qualité de soins qui est incroyablement égale. Aujourd'hui, si vous souffrez d'un cancer très grave, vous poussez la porte d'un centre de lutte contre le cancer, il y en a un pas loin d'ici qui s'appelle l'Institut Gustave Roussy, vous ne paierez rien, vous recevrez les meilleurs soins au monde. Traité de la même façon, au monde, quel que soit votre, bien sûr. Ce qui est incroyable. Donc c'est quand même quelque chose qui est absolument… D'ailleurs, en matière de gouvernance, les centres de lutte contre le cancer, ce sont des structures un peu hybrides, c'est-à-dire que ce sont des structures privées en réalité, associatives, voilà, mais qui sont soumises, bien évidemment, qui ont des délégations de services publics, etc. Ça fonctionne très bien. Le système des urgences qui est tant décrié en France, il y a une étude d'Eurostat il y a 1 an et demi qui montrait que c'était l'un des meilleurs au monde en réalité. Donc je trouve que et notre système de santé s'est quand même très bien comporté pendant la crise. Donc j'ai vraiment un regard très bienveillant sur le système de santé. Après, ce que nous savons, et c'est ce que nous disent tous les personnels soignants, tous, c'est qu'il est incroyablement rigide, incroyablement bureaucratique. Moi, je vois bien aussi en faisant la promotion d'Homo Sanitas, mais les gens, ils me disent, les médecins me disent, mais M. Bouzou, mais si on nous laissait faire un peu plus. Et de ce point de vue-là, on a en France une organisation hospitalière, je parle de l'hôpital parce que ça concentre beaucoup de débats, qui est une organisation soviétique, qui est liée à ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Mais on ne l'a pas laissé tomber la T2A. Alors, un peu. Juste quand même un tout petit mot sur la T2A, parce qu'on me dit souvent ce qui est horrible en France, c'est l'hôpital, l'entreprise, la tarification à l'activité. C'est un non-sens intellectuel. La T2A, c'est le système
dont Staline aurait rêvé. Ouais. C'est-à-dire que tous les prix des tout actes sauf sont cotés par l'État. Intelligent, quoi. Tous. Ouais, bien sûr. Oui. Voilà. Donc on est dans un système de planification intégrale. Et donc ça crée énormément d'effets pervers. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, à fort juste titre, essaie de passer vers un système de forfait. L'idée, c'est de dire que quand un hôpital fait une piqûre, il ne facture plus la piqûre à un prix qui est fixé par l'État, mais il va facturer un forfait pour une maladie. Un cancer du sein, par exemple, l'hôpital va facturer un forfait pour le cancer du sein. Donc c'est une bonne idée intellectuellement. D'après ce que j'en vois très concrètement, on retrouve les défauts qui sont les défauts français sur lesquels tu écris beaucoup en ce moment, d'hyper-bureaucratisation. C'est-à-dire que ce système de forfaitisation, il est d'une complexité redoutable. D'ailleurs, les statistiques montrent qu'on a beaucoup plus de bureaucratie que d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. On le voit y compris d'ailleurs en termes tout simplement d'emplois administratifs. Les emplois administratifs à l'hôpital, c'est beaucoup plus important que les emplois administratifs ailleurs. Donc là, on a un sujet de débureaucratisation de notre système de santé, qui est un sujet qui doit se traiter au niveau politique. C'est même pas au niveau du ministre de la Santé. Il faut que ce soit un projet, faut que ce soit dirigé par le Premier ministre, voire que ce soit un projet présidentiel. Il faut se battre ce que j'avais demandé, contre ça. Tu vois, on parle d'innovation en santé qui est extraordinaire. L'innovation dans le système de santé, dans l'organisation, on a l'impression que c'est extrêmement difficile à porter. Comment arriver à changer un système qui est un petit peu l'équivalent de l'éducation nationale dans son importance, sa lourdeur, son caractère absolument central et puis évidemment sa capacité à bouger qui est très très lente. Écoute, c'est vraiment beaucoup une question, je pense, justement de prix et de financement. Je te donne là encore un exemple très concret. Aujourd'hui, quand un hôpital veut innover, acheter un dispositif médical un peu innovant, quelque chose de nouveau, c'est très compliqué parce qu'il n'est pas encore coté dans la T2A. Donc, il faut faire appel à ce qu'on appelle un forfait innovation, mais c'est petit, c'est lent, c'est compliqué, etc. En fait, il faut dans l'hôpital avoir des gros budgets innovation, il faut avoir des espèces de zones d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut que dans un hôpital, le patron de l'hôpital puisse dire, tiens, nous, on a envie… Mais bien sûr, exactement. Nous, on a envie de tester ce nouveau dispositif médical, ce nouveau, n'importe quoi, ce nouveau dispositif cardiaque, par exemple. Voilà, exactement. Mais en revanche, on est aussi capable de tester l'organisation qui va avec. Et donc, on est dans une zone qui est une zone d'exception. Voilà, on peut négocier ça avec l'ARS, on est dans une zone d'exception, mais on a le droit d'y affecter un budget important et ça dure 3 ans. Et vous nous laissez tranquilles parce que vous nous faites confiance, parce qu'on est formé pour ça, parce qu'on n'est pas des gens rigolos, parce que c'est notre métier. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire ce genre de petite révolution par l'intérieur, en fait, d'innovation organisationnelle. Et là, on va considérablement faire respirer notre système sans l'avoir révolutionné. Il ne s'agit pas de mettre à plat notre système et de dire c'est nul, il n'est pas bon, il faut tout reprendre du début. Il faut arriver à intégrer des zones d'innovation à l'intérieur de notre système. C'est Victor Hugo qui disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. Donc on c'est ça. On n'a pas besoin de la révolution, en revanche, on a besoin de progrès. Alors évidemment, tu as parlé de faire confiance, tu as parlé d'innovation. Tout de suite, ça se heurte au problème du principe de précaution. Aujourd'hui, en santé, on préfère quasiment, on a l'impression, avoir des morts qui ne se voient pas pour éviter des morts qui se voient. Est-ce que justement, on n'est pas face au mur du principe de précaution? Et en santé, on a tellement peur de faire, légitimement d'ailleurs, parce que c'est une question au sens propre, de vie ou de mort pour beaucoup de gens. Comment arriver à faire de l'innovation? Comment arriver à faire confiance et à laisser quelque part un peu d'autonomie quand justement on a ce principe de précaution et puis ce refus de l'accident, ce refus du risque? Je suis évidemment complètement d'accord avec toi. On l'a vu donc il y a quelques semaines avec la suspension d'AstraZeneca qui nous a fait perdre. Oui, psychodrame complètement délirant. Délirant, mais qui va se payer en vie humaine. C'est ça. Qui se paye en vie humaine. Ça se paye. De toute façon, chaque journée, c'est environ 500 vies malheureusement. Exactement, donc on le paye. Bon, malheureusement, je pense qu'il y a un effet de cliquet sur le principe de précaution. C'est-à-dire que je ne vois pas trop comment le supprimer. Alors, on va voir en 2022, peut-être qu'un candidat va demander la suppression du principe de précaution, mais il est dans la Constitution. Donc, ça va pas être simple. Voilà, faut réunir le Congrès. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Donc, il faut agir sur l'application en fait, du principe de précaution. Et ce qui me frappe en France, c'est qu'on a une application du principe de précaution en fait, à géométrie variable. C'est-à-dire que là, sur cette affaire AstraZeneca, on a eu une application qui a été complètement délirante au regard de l'enjeu qui, je le répète, est de sortir de la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans. C'est pas rien ce qu'on vit. On vit une crise incroyablement grave, donc il faut quand même le garder en tête. Donc l'enjeu, c'est ça. Mais en même temps, parfois, on l'applique correctement.
Je vois par exemple, la France est l'un des pays qui fait le plus d'essais cliniques en cancérologie. C'est-à-dire que quand un malade du cancer est ce qu'on appelle en échec thérapeutique, c'est-à-dire que dans les traitements existants, on n'arrive plus à stabiliser le cancer, on est en capacité de lui proposer quelque chose de très innovant, de très nouveau, alors même par définition qu'on en connaît mal les effets à long terme. Donc je crois qu'en fait, comme on ne va pas supprimer le principe de précaution malheureusement, il faut qu'on continue ce travail. C'est le travail que tu fais, qu'on fait avec un certain nombre de nos amis, qui consiste à dire, voilà, faisons toujours de l'analyse bénéfice-risque, mais faisons-le de matière rationnelle. Et le principe de précaution, il faut l'appliquer de cette façon-là. Avec AstraZeneca, on n'a pas fait de l'analyse bénéfice-risque, parce que si on avait fait de l'analyse bénéfice-risque, tout de suite on aurait dit, même s'il y a des effets secondaires, on continue. Vu l'ampleur de la catastrophe dont on essaie de sortir. Et donc, essayons de modifier notre regard et notre application du principe de précaution. Mais je te dis, parfois, on le fait bien. Oui, parce que le principe de précaution originellement n'est pas surtout on ne fait rien et on ne bouge pas, c'est on étudie, on essaye d'en savoir plus et on avance quand même. Donc c'est probablement effectivement une question d'interprétation de ce principe. Tu sais, tu l'as écrit récemment, mais je trouve qu'on met beaucoup de choses sur le dos de l'administration et sur le dos de la bureaucratie. Le problème à la base, il est politique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gouvernants qui se décontractent par rapport au risque et qui disent à un moment on n'a pas peur, on y va. En fait, les ratés de la campagne de vaccination en France, c'est ça. C'est le fait qu'au début, je l'ai vraiment vu, je dirais quasiment de l'intérieur, les dirigeants de notre pays ont eu peur des effets secondaires des vaccins, etc. Et donc, ils n'ont pas été en capacité, ils n'ont pas voulu dire, écoutez, on y va. Bien sûr qu'on est face à des vaccins qui sont nouveaux par définition, le virus n'existait pas il y a un an, mais il faut qu'on en sorte, on se retrousse les manches, même s'il y a un petit risque, on le prend et on y va. Donc je pense que c'est vraiment un problème qui est à la base un problème politique. Oui, c'est effectivement un problème de culture, Bien sûr. Comme tu disais. Alors, c'est intéressant, l'histoire a montré qu'au moment des crises, il y avait deux effets. On idéalise le monde d'avant, c'est la belle époque, n'est-ce pas, avant 14-18. Et puis, en effet, il y a une forme de libération, les années folles. Et tu fais partie de ceux qui expliquent, et là encore, on a besoin, je crois, aujourd'hui de cet optimiste, que nous allons vers justement des années folles. Alors, quelle forme ça peut prendre? Comment on peut être optimiste? Et puis, est-ce qu'on a eu la capacité, nous, dans ce vieil Occident perclus du principe de précaution, d'imaginer encore que tout ça est à notre portée? Oui. Alors, en fait, mon analyse est au départ une analyse historique. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai regardé toutes les grandes vagues d'épidémies, les guerres, etc. Et en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on sort de ce type de catastrophe, c'est quelque chose que les économistes ont du mal à quantifier, parce que ça ne se quantifie pas en fait, mais il y a une espèce d'instinct de vie qui revient extrêmement fort. Voilà. On voit que les gens consomment, ils sortent, ils voyagent, ils font des enfants. Enfin, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais on le voyait déjà au moment des grandes épidémies de peste. Après les grandes épidémies de peste, on voit aussi d'ailleurs des changements dans le domaine artistique. Enfin, on voit qu'il y a une espèce de renaissance, véritablement. Donc c'est la renaissance, comme tu dis, la belle époque, les années folles, les 30 glorieuses, etc. Donc je pense qu'on n'y échappera pas. Et d'ailleurs, on en voit déjà les signes quand on lit un peu la presse israélienne, on voit bien, puisqu'Israël a levé les restrictions, on voit bien qu'il se passe quelque chose, voilà, une espèce de fête permanente qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc il y a ce facteur psychologique. Ensuite, il y a un facteur qui est un facteur en termes d'innovation. Ce qui a dominé, comme tu sais, les analyses de la croissance avant la crise, c'est ce qu'on a appelé les théories de la stagnation séculaire. C'est-à-dire l'idée, au fond, selon laquelle le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les biotech, certes, c'était très spectaculaire, mais quand on regardait les chiffres de la productivité notamment, on ne voyait rien. Voilà. Et donc, les smartphones, nous, ça nous semble spectaculaire, mais à côté de l'automobile ou de l'électricité ou du chemin de fer, c'est rien. Parce que là, en revanche, on voyait des choses dans la productivité. Moi, je n'ai jamais été convaincu par cette analyse parce qu'en réalité, ce qu'oublient les théoriciens de la stagnation séculaire, c'est que le délai entre l'apparition des innovations et les gains de productivité a toujours été très long. C'est plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'entre l'électricité et les gains de productivité liés à l'électricité, il y a plusieurs décennies. Ça ne se fait pas tout de suite. Donc, je pense qu'on n'a pas voulu être patient. Mais mon idée, surtout, et je te la soumets, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je la mets en discussion, c'est que la crise,
est un accélérateur d'innovation, mais peut-être surtout un accélérateur d'utilisation des innovations. Ouais. Les entreprises, tiens, chez Sapiens, vous avez beaucoup travaillé sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'était quelque chose qui était un peu abstrait pour les entreprises. Le premier confinement, ça les a obligés à prendre les problématiques de cybersécurité au sérieux. Le télétravail, chez Sapiens, vous travaillez beaucoup sur le télétravail, les entreprises, elles ont appris à faire télétravailler leurs salariés avec éventuellement à la clé des gains de productivité à la faveur de cette crise. La robotisation. Les usines françaises, elles achètent plein de robots en ce moment. On avait un retard de robotisation. Enfin. Et oui, ce retard, on est en train de le combler là encore à la faveur de la crise. Et donc mon idée, c'est de dire cette crise, c'est un accélérateur à la fois d'innovation, je prenais l'exemple de la santé, mais c'est aussi un accélérateur d'utilisation, d'incorporation des innovations par les entreprises. Et donc ces deux facteurs peuvent générer des gains de productivité et donc de la croissance. Et si j'ajoute le fait que je fais plutôt partie de ceux qui pensent que dans quelques années, on peut avoir une inflation qui remonte un peu, notamment… Vers 2%, pas plus. Mais non, mais on n'aura pas 15%. 2% suffirait. Oui, mais moi je pense qu'on peut aller, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même vers 3, 4, 5, 6%. Je pense d'ailleurs à ce titre que le plan Biden est un game changer, pour parler en bon français, majeur. Oui, je veux dire, en termes d'inflation. Ah bah oui, 1900 milliards de dollars. Quand on a output gap, pour parler un peu en macroéconomie, c'est à 500 milliards. C'est-à-dire que dans 12 mois, tu as une explosion des salaires aux États-Unis. D'accord. Donc ça va aussi… Avec l'augmentation d'ailleurs des salaires minimums dans pas mal de… En plus, voilà. Donc ça va alimenter l'inflation. Donc gain de productivité, croissance, peut-être un peu d'inflation. On se retrouve dans un truc qui est un peu l'économie des années 60, début des années 70 jusqu'au choc pétrolier, ce que je ne trouve pas très antipathique d'ailleurs. Si on a une croissance, est-ce qu'on aura aussi un nouveau baby boom? Pourquoi pas? Ça réglerait peut-être un des problèmes de financement de retraite par répartition. Ouais. En tout cas, la solution est en nous. Malheureusement, le temps a déjà tourné. Comme d'habitude, la tradition dans Sapiens Sapiens, c'est que je termine en disant mais comment tu choisis ton métier? Voilà, comment on arrive à devenir évidemment économiste, à faire ce que tu fais et puis à s'intéresser à l'innovation? Est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que c'est un intérêt qui existait depuis longtemps? En fait, moi, je pense que j'aurais pu être historien ou philosophe, ça n'aurait pas changé grand-chose. Moi, ce qui me passionne, c'est de découvrir le monde. Enfin, pour moi, ma vision du monde, c'est que je suis dans une espèce de château immense et j'ai envie de découvrir un peu toutes les pièces. Et c'est la raison… l'équivalent du palais de mémoire où c'est autrefois, au Moyen Âge, pour arriver à se souvenir. Exactement. Et c'est pour ça que j'écris des livres, que je prends évidemment beaucoup de plaisir à discuter avec toi, que j'organise les rencontres de l'avenir, dont tu es l'un des piliers d'ailleurs. Excellent événement. Voilà, mais grâce à des gens comme toi, avec des gens comme toi. Et en fait, c'est vraiment pour essayer de comprendre le monde, de visiter le monde, et puis d'essayer de contribuer un peu au progrès à notre échelle nanoscopique. Je me dis que voilà, c'est notre rôle. Moi, je trouve qu'on est investi d'une mission. Moi, j'ai essayé de donner un sens à ma vie. Ce sens, il passe beaucoup par le travail. Et c'est l'idée d'expliquer et de rendre le monde un peu meilleur dans le cadre de la démocratie libérale. Parce que comme toi, je suis un libéral et je considère que tous les progrès doivent s'inscrire dans un cadre qui est celui de l'état de droit et de la démocratie libérale. Donc voilà ce qui me motive. Et ce qui me donne envie de continuer le plus longtemps possible. Et ça explique aussi le fait que même si on a des vents adverses qui sont très importants, je ne suis jamais découragé parce que en fait, j'ai la très grande faiblesse de croire. Enfin, je sais que ce que l'on fait est passionnant, mais j'ai en plus la très grande faiblesse de croire que ce qu'on fait, toi et moi, ce que font les équipes de Sapiens, ce que font les équipes d'Asterès, c'est un tout petit peu utile. Valeur, courage et optimisme, on avait vraiment besoin de ça. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Merci à toi. Merci.